Nous sommes le samedi 22 octobre 2023. La ville de Kikwit, dans la province de Kwilu, s'est réveillée sous un soleil de plomb qui annonçait une journée très chargée et historique pour le regroupement politique dénommé Action Audible pour la bonne gouvernance AABG en sigle. Sous la bénédiction de son excellence Guilaine Mboumbouija, le directeur du cabinet du chef de l'État, la ville pépinière de l'intelligentsia congolaise s'est mobilisée comme un seul homme pour accueillir officiellement cette gigantesque structure politique sur son sol. La salle polyvalente Fola dans la commune d'Nzinda était le théâtre de cet événement haut en couleurs. Après son entrée triomphante dans la salle, le président national du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, M. Toussaint Mangala, n'a pas dérogé à la règle en scantant l'hymne national de la République démocratique du Congo qui était suivi du mot de circonstance du coordonnateur provincial de la dite structure. À l'occasion de la sortie officielle de notre regroupement, cher à votre personne, dénommée Action Audible pour la bonne gouvernance en cycle AABG. Ainsi, le président Toussaint Mangala a pris la parole pour éventrer le bois et donner un sens particulier à cette journée. Kikwit mbote na belu. Si je suis arrivé ici à Kikwit, c'est pour deux ou trois petites raisons. La première des raisons de ma venue ici à Kikwit, c'est que vous devez savoir que Kikwit est une grande ville de la République démocratique du Congo. Parmi les pionniers de l'indépendance de notre pays chèrement acquise, il y a des grands noms, des notables de la province de Bandundu, dans son ancienne configuration. Et donc, personne ne peut prétendre diriger la République démocratique du Congo sans que vous soyez investi par les dignes fils et filles de la grande province ex-Bandundu. Notre regroupement AABG a été créé pour quelques raisons fondamentales. La première des raisons, c'est que ce regroupement politique AABG est créé pour faire réélire le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et lui offrir une deuxième mandature à la tête de notre pays. La liesse a atteint son paroxysme au moment de la présentation des candidats députés et juste après, les langues se sont diluées quant à ce. Notre objectif, c'est de réélire le président de la République, lui donner un deuxième mandat. Nous sommes ici pour montrer au chef de l'État que nous sommes pour lui. Le Kwilu est totalement, entièrement pour lui. Nous allons voter pour lui massivement et lui donner un deuxième mandat pour parachever tout ce qu'il a déjà commencé. Mais aussi, la réussite totale de cette journée n'a pas non plus laissé indifférent le secrétaire général du CRPD, Messi Désiré Katalai, ainsi que Madame Dorine Nyakonongo de la même structure. Ce que nous pouvons retenir par rapport à cette journée est que il y a une sortie officielle du regroupement AABG et nous avons eu à présenter nos candidats de la province du Kwilu et notre candidat commun qui est le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Qui est bien qui finit bien, cap vers la dynamisation du regroupement politique AABG dans la province de Kwilu. Processus électoral en cours, le chef de l'État a sensibilisé le week-end dernier les gouverneurs et présidents des assemblées provinciales. Au cours de cette rencontre, le président de la République s'est montré réceptif et s'est engagé à s'y mettre pour une bonne organisation des différents scrutins, mais aussi la sécurisation de la campagne électorale. Les gouverneurs et présidents des assemblées ont saisi cette occasion pour faire l'état de lieu de leurs entités à l'approche des élections générales avant de rassurer au chef de l'État que leurs populations sont prêtes à aller aux urnes. Nous avons parlé d'élection, le processus électoral, parce que ce processus, vous savez, c'est un processus qui a été au départ contesté. Aujourd'hui, finalement, le président nous a rassuré que le processus devient irréversible parce qu'il a avancé à presque 90%. Les Congolais veulent les élections. Les élections doivent se passer dans ce pays parce que nous sommes fatigués chaque fois de négocier le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui doit décider de qui serait chef de l'État, qui doit être député national, provincial. Eh bien, c'est cela
le peuple d'abord. Parce que le peuple doit décider, il faut faire avec lui. Le chef nous promet de venir nous visiter incessamment. Et nous allons nous préparer et aussi nous voulons dire à notre population que nous ne pouvons pas gaspiller nos voix pour aller à gauche et à droite. Le chef de l'État a annoncé sa visite dans le prochain jour dans certaines provinces, dont le Haut-Lomami et le Grand Bandundu, où il procédera au lancement des travaux des infrastructures routières. Ce n'est pas un inconnu, c'est bel et bien l'honorable Didier Moumengi, ancien ministre de l'Information, de la Presse ainsi que de la Jeunesse de l'AFDL, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui a été nommé directeur de campagne par le docteur Denis Mukwege, candidat à l'élection présidentielle prévue en décembre 2023. Didier Moumengi, homme de plusieurs casquettes intellectuelles, expert en renforcement des capacités, autrefois journaliste et ancien aspirant à la présidentielle de 2006, est actuellement sénateur représentant de la ville de Kinshasa. Cette nomination prouve que le docteur Mukwege prend très au sérieux son ambition d'obtenir la magistrature suprême en RDC. Le lauréat congolais du Nobel de la paix, bien qu'il se présente en tant que candidat indépendant, bénéficie du soutien de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation ACRN, une nouvelle coalition politique établie cette année 2023 et qui est dirigée par un pasteur, le révérend Roger Poiti. Son programme, dénommé le Plan de paix, sera présenté le 19 novembre prochain au public. Entre-temps, faisant vague à la polémique le concernant sous les genres, Denis Mukwege, défenseur des droits des femmes, a réitéré son engagement en faveur de l'égalité des genres lors de la réunion avec ses partisans le dimanche 22 octobre 2023. Devant un public composé principalement des jeunes soutenant sa candidature, il a souligné l'importance de ce combat dans une société où les femmes sont souvent marginalisées en termes de responsabilité et de participation à la gestion publique. Il a également réaffirmé son engagement envers l'égalité de sexe en déclarant à formation égale à responsabilité égale. Hommes et femmes doivent prétendre au même traitement et à une égalité salariale et une considération similaire. Ces déclarations font suite aux commentaires récents du président Félix Tshisekedi concernant l'introduction de la notion de genre. Félix Tshisekedi avait déclaré que certains parmi les candidats soutenus par des forces étrangères pourraient introduire des concepts étrangers qui ne s'alignent pas avec la culture congolaise. Il était 16h30 environ lorsque Mme Yvette Meta Balengela fout l'essor de la cité Pombo, accueillie par les membres de sa fondation qui porte son nom. C'est dans une ambiance festive que les membres, dont la joie, ont conduit leur invité de marque, à savoir Mme Yvette Meta, auprès du chef des localités. Nous sollicitons votre contribution pour la réhabilitation de cette route. Nous ne vous demandons pas de construire, même un seul sac de ciment nous sera bénéfique. De là, attentive, la représentante légale de la Fondation Meta s'est imprégnée des difficultés et contraintes auxquelles sont confrontés les habitants de ce coin périphérique de Mongafula, notamment l'insécurité et surtout l'absence totale des infrastructures routières qui entraînent l'enclavement de ce quartier. Nous sommes femmes veuves, nous n'avons pas d'activité. Nous cherchons de l'argent pour entreprendre un commerce. Toute la délégation de la Fondation Meta s'est par la suite dirigée sur le lieu de l'activité où les membres actifs de la Fondation ont exprimé adressé tour à tour leur opinion, préoccupations attentes à la Fondation Yvette Meta Balengela qui s'est engagée depuis longtemps dans l'assistance et le plaidoyer en faveur des difficultés liées à l'environnement, l'insécurité et certains malaises sociaux. Par ailleurs, Mme Yvette Meta s'est engagée immédiatement d'initier dans le tout prochain jour un atelier de formation de métiers en faveur des membres de la Fondation ainsi que des habitants de ce coin désireux d'apprendre et d'acquérir une formation utile. Notre vision, c'est de vous apprendre le métier. Je veux acheter du matériel. Je veux aussi m'occuper des encadreurs afin que vous puissiez apprendre. C'est bien de travailler. Promouvoir le développement de la RDC en général et celui des communautés de base en particulier, tel est le cheval de bataille de la Fondation Yvette Meta Balengela. Ces expropriés estiment que l'argent que le gouvernement a versé à chaque propriétaire de parcelle n'équivaut pas à la valeur de leur lopin de terre.
Ces terres étant déjà mises en valeur et habitées, vaudraient plus cher que ce que le gouvernement a donné, affirme-t-il. Le lundi 23 octobre dans la matinée, ils ont manifesté leur mécontentement en brûlant 2 pneus et en barricadant l'accès à l'aéroport de Mbuji-Mayi. Pour apaiser les esprits, le ministre provincial de l'Intérieur est descendu sur place pour dialoguer avec les manifestants. Nous avons appris que vous avez refusé l'argent que l'on vous a donné pour vos parcelles. Vous dites que cet argent ne représente pas la valeur de vos parcelles. Nous nous inscrivons dans la logique du peuple d'abord. Nous allons prendre vos revendications pour les soumettre aux autorités du gouvernement central pour que chacun soit remis dans ce droit selon les études qui seront faites sur terrain par nos équipes. La population de Mbuji-Mayi vivant aux alentours de l'aéroport de Bipemba est concernée par l'indemnisation et appelée au calme et à la patience. C'est le message de l'autorité provinciale Julie Kalinga, gouverneure du Kasaï oriental. L'autorité provinciale a invité les habitants lésés par ce processus à plus de retenue. La population habitant les alentours de l'aéroport doit déguerpir pour la simple raison que l'on va construire les grands hôtels et permettre que notre aéroport réponde aux normes internationales afin qu'il y ait des vols directs. Cela va profiter à la province. Je vous demande d'être patient et soutenir les actions du chef de l'État parce que la construction et l'élargissement de l'aéroport est un don qu'il nous offre. La gouverneure de province Julie Kalinga s'est engagée à trouver un site à lotir pour permettre à ses habitants de construire de nouvelles habitations. Elle a appelé au calme et demandé à la population de soutenir la construction et la modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Parler du retrait de la MONUSCO. Au cours d'un briefing avec la presse tenu le lundi 23 octobre, co-animé par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, et Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, qui a abordé les alternatives envisagées par la RDC en cas du départ de la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, pour garantir la sécurité de ses citoyens et de leurs biens. Selon le chef de la diplomatie congolaise, la RDC compte sur ses forces armées et sa police pour assurer la sécurité de la population, répondant ainsi à la volonté des citoyens qui estiment ne pas être suffisamment protégés par la MONUSCO. La MONUSCO, le Conseil prend une bonne note du rapport daté du 2 août 2023 que le secrétaire général lui a présenté conformément au paragraphe 44 de sa résolution 2666-2022, ainsi que de la lettre émanant du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Penapala, en date du 1er septembre 2023, sur le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de la fin de 2023. Le Conseil se déclare prêt à décider d'ici à la fin de 2023, je vais vous expliquer pourquoi ça, de l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable, et des mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ce retrait. Le Conseil encourage le gouvernement congolais et l'ONU dans les cadres du groupe de travail conjoint composé du gouvernement, de la MONUSCO et de l'équipe des pays des Nations Unies à élaborer d'ici novembre, en coordination avec les parties prenantes concernées et en s'inspirant des efforts déployés pour réviser les plans communs de transition et conformément aux 4 jalons retenus dans la version actualisée, à savoir la sécurité, la protection des civils, l'appui aux élections et le programme de désarmement et de démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation, un plan de désengagement complet et des propositions sur la chronologie du retrait progressif et ordonné des contingents de la MONUSCO. Il est aussi revenu sur l'incursion du week-end dernier qui a coûté la vie à une 50aine de compatriotes. Cette énième
que je sache, énième signifie qu'il y en a eu tant d'autres. C'est grave, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Le gouvernement de la République a déjà saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons déjà saisi la CPI et nous continuons de saisir les instances internationales compétentes en matière de droits de l'homme et des crimes de ces gens-là. Nous ne les faisons pas par faiblesse ou pas par naïveté, parce que nous savons que ce sont des procédures qui prennent le temps. Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, a avoué que la question sur le départ de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, en RDC, sera débattue prochainement au sommet des chefs d'État de la sous-région. Ces sommets va soit proroger, soit mettre fin au mandat de la force régionale de l'EAC. Il a également évoqué le rôle actif de Wazalendo dans la région face aux rebelles du M23. Selon lui, la Constitution oblige chaque citoyen à défendre l'État et l'intégrité du territoire national. Il est minuit, aire de Kinshasa, sur l'avenue des Oiseaux, au quartier Joli Park, dans la commune d'Engalema, lorsqu'une jeune dame d'une trentaine d'années a failli se faire voler, agresser et kidnapper par un groupe de criminels opérant avec de motos et de machettes. Grâce à la vigilance des habitants du quartier, encore éveillés en ce moment, qu'ils ont réussi à mettre la main sur un de malfrats qui n'a fait que nier son forfait. En croit la victime, elle avait emprunté une moto pour Saint-Luc. Malheureusement, le motard qui la conduisait a remarqué qu'une autre moto le suivait, munie de machettes, voulant lui ravir son sac à main. Heureusement, le secours est arrivé à temps. Congolaises et Congolais, redoublons la vigilance afin de mettre hors d'état de nuire cette bande de criminels qui opèrent dans la ville de Kinshasa, mais aussi et surtout d'éviter de circuler pendant les heures tardives. Où je viens d'assister à un enlèvement. Après les publications successives de listes provisoires des candidats à l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante CENI, tout le regard se tourne désormais vers la Cour constitutionnelle pour l'examen, la validation et la publication des listes définitives. Pour sa part, la mission d'observation électorale formée par la Conférence épiscopale nationale indépendante CENCO et l'Église du Christ au Congo ECC, connue sous le nom des Moé CENCO ECC, exprimer ses préoccupations concernant les processus électoraux en cours. Elle a reconnu les efforts entrepris par la CENI pour garantir l'inclusivité des candidats aux prochaines élections, exhortant la Cour constitutionnelle à maintenir cette inclusivité et égalité des chances pour tous les citoyens éligibles. À ce stade, les délais de dépôt de recours contre les candidatures à la présidentielle devant la Cour constitutionnelle a expiré, fixé du 20 au 22 octobre. Cependant, la Cour n'a pas encore publié la liste de litiges qu'elle a reçus. Ce que l'on sait à ce niveau, c'est que Seth Kikouni a remis en question la candidature de Félix Tshisekedi en raison des différences de son prénom, comparant le dossier de 2018 à celui de 2023. Moïse Katumbi fait face à une requête liée à ses rapports de travail avec un ancien employé, ainsi qu'à une autre requête concernant sa nationalité présumée non congolaise au moment de l'obtention de son certificat de nationalité par le candidat Noël Tchani. Mwadian Vita. Il y a également Matata Pogno qui est actuellement jugé devant la Cour constitutionnelle pour des accusations de détournement des fonds. La Haute Cour a maintenant jusqu'au 29 octobre pour traiter ces litiges et on attend la publication de la liste complète des contentieux soumis à son examen. Déjà à notre niveau pour que dans nos différentes émissions, nous puissions accorder déjà la parole à tous les Congolais et pas seulement les candidats, mais attendre également la période électorale pour ouvrir nos émissions
à tous ceux qui le souhaiteraient. Donc nous respectons tant bien que mal, parce que bon, il y a toujours des dérapages qu'on peut constater, mais sinon, dans l'ensemble, à 95%, la télévision nationale suit les recommandations du CESAC. Il était très important de rencontrer la direction de la RTNC. Vous le savez, la RTNC, c'est notre patrimoine national, c'est la chaîne de tout le monde, c'est la chaîne du contribuable, comme on dit, et qu'il fallait qu'on se rassure de non seulement que la RTNC va s'ouvrir, parce qu'elle est déjà dans une dynamique d'ouverture pour accorder la parole à tout le monde, pour finalement sacraliser la liberté de l'expression. Et j'ai aimé l'esprit coopératif de la direction, j'ai beaucoup apprécié leur élégance, leur courtoisie et surtout leur volonté de bien faire les choses. Et nous allons donc mettre en place dans les jours qui suivent, on va pas dire un comité, mais on va dire une équipe de travail pour mettre en place des bons mécanismes pour savoir comment faire pour donner à la population non seulement la bonne information, mais une information équitable. Et on l'avait dit déjà à l'entrée ici que les Congolais auront le droit de parler, le droit à la parole à la RTNC. Et on a dit à tous les candidats présidents, à tous les candidats députés nationaux, de ne pas accuser à tort la RTNC, de les approcher la direction, afin de voir comment organiser certaines séances de travail pour finalement vulgariser la liberté de l'expression, pour montrer à suffisance que la RTNC est ouverte. Et je suis aussi content, très heureux, parce que toutes les directives que nous prenons, la RTNC respecte ça. La campagne précoce, vous avez vu à un certain moment, on avait cru que la RTNC avait commencé. Maintenant que la RTNC nous donne tous les gages possibles, toutes les garanties qu'elle va respecter d'abord ça. Et donc attendons, parce que nous allons vers les élections et que les opposants ont besoin de parler, toutes les forces vives de la République parleront, et que ce soit le candidat au pouvoir ou de la majorité, ou de l'opposition. Donc nous travaillons sur base de ça. Ministre de la communication dynamique, inventif et ingénieux, Patrick Mouyaya a su accomplir plusieurs réalisations palpables, faisant de lui le bon élève du gouvernement Samalou Kondé. Organisation des États généraux de la communication et médias, modernisation de la télévision nationale, coordination de son secteur lors de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, une innovation avec le briefing presse. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Le ministre de la Communication et Médias, à travers le changement de narratif, a su donner le temps d'une jeunesse qui fait bouger les lignes. C'est une manière pour nous de vous encourager encore d'aller plus, de faire encore plus. C'est dans ce cadre que le trophée Bomoko United a immortalisé dans la mémoire collective le passage remarquable d'une valeureuse personnalité aux ambitions et freins d'un modèle de la jeunesse. Qu'il est à la tête du ministère, il y a eu des touches qui ont redoré l'image de la République et les actions du gouvernement. Il essaie d'éclairer. Et pour nous, Bomoko Unity, on a dit c'est dans notre esprit, Bomoko Unity, qu'on avait l'obligation de le congratuler pour qu'il puisse faire encore plus dans l'avenir. Notons que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, est le premier citoyen congolais à recevoir le trophée Bomoko United en 2019 à Abuja, en Côte d'Ivoire, lorsqu'il avait sous sa délégation les jeunes entrepreneurs du pays dans le cadre de la fondation Tony Eloumé. Ensuite, d'autres autorités avaient également bénéficié de ce prix. C'est la correspondance d'un inspecteur général chef de brigade de l'IGF qui renseigne que parmi les personnes impliquées dans la disparition présumée de cette somme d'argent figurent plusieurs cadres de la GECAMI, dont M. Guy Lukamanzuzi, actuel président du conseil d'administration de cette société étatique et mandataire dans plusieurs autres filiales de la GECAMI. M. Kassongo Mabouicha, ancien président intersyndical, M. Léon Muiné, administrateur, et M. Jacques Massango, actuel directeur général adjoint de cette société. Selon cette correspondance, les trois premières personnes auront reçu chacune une somme de plus d'$1 million américains sur les 10 millions. Les motifs de retrait de cette somme d'argent, poursuit l'inspecteur général chef de brigade, est indiqué soit comme une dotation spéciale, soit comme une collation spéciale, soit encore non spécifiée. Il précise que
Les 27 personnes citées dans la disparition de ces sommes d'argent doivent être entendues parce que ces agissements constituent des actes de détournement. Cette nouvelle révélation intervient 2 jours après celle rendue publique par la Cour des comptes de détournement présumé de 25 millions de dollars de la Gécamine. Certains responsables de la Banque centrale du Congo, de la Gécamine et de la Robank seraient impliqués dans ce dossier. Entre-temps, l'Observatoire de la dépense publique a recommandé que la justice pénale puisse être saisie dans le but de déployer des actions appropriées à l'encontre des personnes impliquées dans cette gabegie financière. L'incident se produit à la hauteur de la descente d'Ilombélé en Banzangungu, lorsque ces véhicules poids lourds en provenance de Matadi, en panne de son système de frein, est allé finir sa course en percutant à son passage d'autres véhicules, dont 6 environ, plus un motocycliste. Le bilan est grave, une dizaine de morts en dépit des dégâts matériels importants pour la plupart des véhicules. Cela fait belle lurette que la nation numéro 1 dans le Congo central est devenue un abonné des accidents de circulation en répétition, que les autorités de tutelle s'y penchent et s'investissent, surtout en ce qui concerne les contrôles techniques des véhicules afin d'éviter ce genre de scandale routier. Le président américain Joe Biden a prolongé d'1 année l'état d'urgence national lié à la République démocratique du Congo pour la raison que la situation des troubles militaires et de déplacement des populations liées à l'Est continue de constituer une menace inhabituelle et extraordinaire pour la politique étrangère des États-Unis. L'International Emergency Economic Power Act autorise la Maison-Blanche à déclarer l'existence d'une menace inhabituelle et extraordinaire lorsque, pour la sécurité nationale, la politique étrangère ou l'économie des États-Unis qui provient en totalité et en grande partie en dehors des États-Unis se trouve embarrassée, ce qui est le cas. Cette loi autorise ensuite le président américain, après une telle déclaration, à bloquer des transactions et à geler des actifs pour faire face à cette menace. Ceci s'apparente au cas d'une attaque réelle contre les États-Unis pour le président américain qui peut, à ce stade, également confisquer les biens liés à un pays, un groupe ou une personne qui aurait contribué à l'attaque. Pour rappel, le 27 octobre 2006, le président George Bush avait ordonné au blocage des biens de certaines personnes qui contribuaient au conflit en République démocratique du Congo. Il avait alors déclaré que la situation en RDC, marquée par des violences généralisées et des atrocités menaçant la stabilité régionale, constituait une menace inhabituelle et extraordinaire pour la politique étrangère des États-Unis. Plusieurs personnalités avaient été sanctionnées, notamment Laurent Nkunda, Ignace Mouriana Chaka, ainsi que des trafiquants étrangers. L'objectif de cette démarche, selon une source gouvernementale, est de partager des informations cruciales et surtout de sensibiliser et de prévenir la communauté internationale sur la situation. Parallèlement à cette rencontre, le président Félix Tshisekedi a eu un entretien avec Rosanne de Bilderling, la nouvelle ambassadrice de la Belgique accréditée en RDC. Il y a eu aussi des sanctions qui ont été adoptées par l'Union européenne à la lumière du rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies sur ce qui se passe, donc le soutien qui est apporté aux groupes armés. Et bien sûr, nous restons aussi vigilants, nous essayons de soutenir les initiatives qui veillent à apporter une solution, si possible, pacifique, le désarmement, la démobilisation des combattants, parce que nous restons convaincus que quand il y a des combats, c'est d'abord la population qui souffre. On comprend la volonté de récupérer le contrôle sur le territoire, mais évidemment, il faut aussi penser aux populations, aux millions de déplacés qui souffrent, aux enfants qui ne vont pas à l'école. Enfin, on peut continuer comme ça pendant très longtemps. Je crois que le bilan humanitaire est déjà très lourd et je sais que les autorités sont conscientes de cela et essayent de promouvoir et de privilégier l'approche diplomatique en saisissant le mécanisme de suivi, etc. Et donc on espère vraiment qu'on peut continuer à apporter le soutien nécessaire pour que ce soit cette solution-là qui fonctionne. Le même jour, le président Félix Antoine Tshisekedi a également reçu l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petrangeli, avec qui il a discuté de la situation économique de la République démocratique du Congo. Et avec le président, on a parlé plutôt du domaine économique. Donc, on a parlé des liens historiques entre l'Italie et la RDC dans le domaine industriel. Donc, toutes les entreprises italiennes qui ont beaucoup aidé les pays après l'indépendance. Et donc, on a convenu sur la nécessité de renforcer les liens économiques maintenant avec les grands projets
d'infrastructures qui sont nécessaires pour les pays. Et nous, on a des entreprises de pointe dans les domaines des infrastructures, donc qui bâtissent des barrages, des ponts, des routes. On a des entreprises dans le domaine de l'agriculture aussi. Et donc, on espère que cette entreprise pourront rentrer à nouveau dans les pays pour donner leur contribution au développement du pays sur la base du programme qui a été établi par le chef de l'État. La République démocratique du Congo a également saisi le mécanisme conjoint de vérification pour constater cette nouvelle agression. Pour sa part, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est appelle au retour à l'accord de cessez-le-feu et à la cessation des hostilités entre les forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC en sigle, et les groupes armés M23. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, s'est dotée de 28 bateaux, dont 9 de grand format, pour renforcer le déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles. C'est dans ce cadre que le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a lancé le mercredi 25 octobre 2023 la formation du personnel navigant devant assurer la mobilité du matériel électoral et des agents à travers le territoire national en prévision des élections du 20 décembre 2023. Je vous invite à vous appliquer en vue d'acquérir toutes les instructions prévues dans le programme de cette formation. Sachez que les bateaux mis à votre disposition sont exclusivement destinés au seul transport de matériel et éventuellement du personnel opérationnel de la CENI. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Moindo a présenté les objectifs de cette formation de 2 jours qui sera plus pratique que théorique et dont les bénéficiaires sont des capitaines et des matelots. Par ailleurs, le questeur adjoint a relevé que la Commission électorale nationale indépendante devra acheminer le matériel pour approvisionner près de 7549 centres de locaux de compilation des résultats dans le respect de prescrits du calendrier électoral. Auparavant, le secrétaire exécutif national a clairement noté que, depuis quelques mois, la CENI a lancé de grandes manœuvres logistiques pour le déploiement de différents matériels. C'est dans ce cadre qu'elle possède dans son patrimoine du matériel roulant et flottant qui lui facilite l'opération de distribution du matériel électoral vers ses 179 antennes. Cette cérémonie du lancement a été marquée par une randonnée fluviale au cours de laquelle les membres de la Commission électorale nationale indépendante ont pris la mesure des aptitudes de ces bateaux en naviguant sur le fleuve Congo. Le parti politique Ensemble pour la République a soumis à la Cour constitutionnelle une série de documents visant à étayer la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle. Ces pièces incluent une copie de certificat de nationalité de l'ancien gouverneur ainsi que d'autres éléments de preuve attestant sa nationalité congolaise. La remise de ces documents a eu lieu dans le cadre de l'examen de contentieux liés aux candidatures présidentielles qui se déroulent actuellement à la Cour constitutionnelle. La candidature de Moïse Katumbi fait l'objet de 2 contestations, l'une déposée par un certain Tuvoadi Mansanoa, mettant en cause la candidature de Katumbi en invoquant un contentieux professionnel. L'autre réclamation provient du candidat Noël Tchani, affirmant que lors de l'obtention de son certificat de nationalité, Moïse Katumbi détenait une autre nationalité que la congolaise. Dans la lettre adressée à la Cour constitutionnelle, Ensemble pour la République a répondu aux accusations, soulignant que Noël Tchani tente de réitérer sa contestation en dépit de l'échec de sa tentative antérieure visant à faire passer une loi inconstitutionnelle au Parlement. Le parti a insisté sur le fait que les certificats de nationalité délivrés par l'autorité compétente, en l'occurrence le ministre de la Justice, constituent la preuve indiscutable de la nationalité congolaise. Il a également rejeté l'idée que la nationalité puisse être remise en question en se basant sur des articles de presse dénonçant ces accusations comme infondées. C'est en vue de préserver l'ordre public que le ministère de la Justice a décidé de surseoir l'installation de l'évêque Paul David Olengi à
à la tête des écoles privées du Congo. Cette décision intervient après la saisie du ministère de la Justice et garde des Sceaux par l'évêque Dodo Kamba. Celui-ci a contesté et désapprouvé son éviction à ses titres et fonctions qu'il estime ne pas respecter le test réglementaire des églises de réveil du Congo. Dodo Kamba se considère jusqu'à ce jour représentant légal de RC et continue à organiser des activités à ce titre. David Olangui, quant à lui, rejette les revendications de Dodo Kamba et affirme que tout a été fait dans les normes. Il n'y a pas de spéculation. S'il y aurait spéculation, allez voir les vidéos qui l'ont investi. Ce n'est pas l'État congolais qui l'a investi comme évêque. C'est l'Église qui l'a investi. Et les mêmes personnes qui l'ont investi sont les mêmes personnes qui m'investissent ce samedi 28. Voilà pourquoi personne ne pourra empêcher, ni l'État, ni le ministère de la Justice, ne pourra empêcher que cela se fasse. Pour rappel, l'évêque Dodo Kamba a été limogé par un groupe de pasteurs suite à plusieurs abus. Le regard des confessions religieuses sont tournés vers la justice pour trancher sur cette affaire. Cette action, c'est l'EFC, c'est le fruit de l'EFC. Moi, je souhaite et j'attends que la condamnation que la France pourrait apporter par la résolution que présentent mes collègues parlementaires fasse se ressaisir le Rwanda. D'autant que, pour des raisons qui, à vrai dire, personnellement m'échappent, le secrétaire de la francophonie est une Rwandaise. Alors peut-être peut-elle entendre qu'un autre pays, le plus grand pays francophone du monde, aspire à la paix, à la tranquillité, à organiser ses élections comme il l'entend. Et les perturber ne facilitera les rapports de personne avec personne. Je souhaite donc qu'on en revienne le plus vite possible au cessez-le-feu et aux accords qui avaient prévalu. Et que, le plus vite possible, le Rwanda abandonne les visées expansionnistes qu'on a entendu prononcer par le président Kagame. Parce que tout de même, il y a eu des paroles extrêmement graves qui ont été prononcées par voilà, notre souhait. Quant à l'élection elle-même, évidemment, c'est pas un Français de dire au Congo ce qu'il faut faire ou pas faire. Les Congolais sont assez grands pour le savoir. Et je l'ai déjà dit, j'ai pas l'intention de me mêler des élections ici. Par contre, oui, j'ai reçu comme un honneur d'être accueilli par le président de la République, tout à l'heure le président de l'Assemblée nationale, comme cela a été fait, et je leur exprime mon plus total et plus profond respect. La question des frontières est dépassée, quand bien même l'organisation de la production dans le monde et la globalisation numérique ont pu faire croire à une sorte d'état de nature de la communauté mondiale. Ce n'est pas vrai. Les frontières sont les frontières, les nations sont les nations, et si je les nomme, ce n'est pas pour en faire une sorte d'apologie définitive, mais pour indiquer que comme elles existent, c'est à partir de là qu'on doit penser et organiser les relations du futur. De toute façon, nous n'y coupons pas. Et il est donc d'une importance singulière qu'avant toute chose, la sécurité de ces frontières soit garantie, parce que ni la paix, ni aucun dialogue, ni intérieur, ni international, n'est possible entre des nations qui seraient perpétuellement menacées sur leurs frontières de conflits. Et c'est exactement ce qui vous arrive. Nation en pleine expansion, je vais en dire un mot, vous avez un voisin très intrusif, qui, pour des raisons qui ne me paraissent pas être toutes philanthropiques, s'intéresse de près au territoire dont il est voisin. Et dans cette circonstance, vous êtes à intervalles réguliers, contre votre gré, et en dépit de vos engagements pris et tenus, notamment en matière de cessez-le-feu, confronté à une forme de déloyauté qui n'est jamais improvisée. Nous sommes parfaitement conscients, comme nous l'a encore expliqué tout à l'heure le président de la République, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir et de nous informer de ses vues. Nous savons que ce n'est pas par hasard que les incidents meurtriers reprennent, que l'agression reprend, au moment même où vous vous préparez à tenir vos propres élections, comme une démocratie qui vaille que vaille, a surmonté tant de difficultés, 2 guerres sur son territoire, desquelles se sont mêlés à peu près tout le monde, et qui, de sa seule force, de sa seule énergie, de sa seule intelligence, a su surmonter toutes ces difficultés et se présenter à l'heure à laquelle nous parlons sous une forme, comme toutes les nations démocratiques, partagées entre des points de vue différents, mais tout de même assez solidaire et volontaire pour présenter un visage uni.
Après les publications successives de listes provisoires des candidats à l'élection présidentielle par la CENI, tous les regards se tournent désormais vers la Cour constitutionnelle pour l'examen, la validation et la publication des listes définitives. Seth Kikuni a remis en question la candidature de Félix Tshisekedi en raison des différences dans son prénom comparant les dossiers de 2018 à celui de 2023. Moïse Katumbi fait quant à lui l'objet de deux requêtes. L'une a été déposée par un individu nommé Tivwadi Massanoa, remettant en cause la candidature de Katumbi en évoquant un contentieux professionnel impliquant le candidat. L'autre requête provient du candidat Noël Tchani, alléguant que lors de l'obtention de son certificat de nationalité, l'ancien gouverneur détenait une nationalité autre que la nationalité congolaise. Par ailleurs, 8 autres requêtes ciblent la Commission électorale nationale indépendante. La période de dépôt de ces recours contre les candidatures devant la Cour constitutionnelle a pris fin. Cette période était fixée du 20 au 22 octobre. La Cour dispose désormais jusqu'au 29 octobre pour examiner ces contentieux, dont l'annonce de la liste complète des litiges est attendue.